Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'ouvrir cette édition 2014 du Forum Nouveau Monde, qui est accueilli pour la deuxième fois ici, à l'OCDE. Merci tout d'abord à M. Angel Gurria, le secrétaire général, de nous accueillir dans cette enceinte internationale, lieu privilégié d'études et de réflexion sur les économies des pays de la planète. Ce n'est plus seulement les pays développés. La tenue du forum dans cette enceinte témoigne de l'orientation résolument internationale que nous avons souhaité prendre, de l'absence de parti pris politique du forum et de son indépendance intellectuelle. L'OCDE est un lieu où l'indépendance intellectuelle est précieuse. Merci également à Éric Besson, le cofondateur du forum, et qui m'avait fait l'amitié, il y a plus de 6 ans, de m'appeler à ses côtés pour l'organiser. Merci à Gérard Mestralet, dont l'engagement et l'implication ont rendu possible la tenue de ce forum, et je dois dire que pour moi, c'est un honneur de partager avec lui la présidence de ce forum. Merci à nos partenaires, GDF Suez, Total, Nielsen, Sciences Po, Columbia SIPA, la Fondation Robert Schuman, la French American Foundation, la Fondation Jean Jaurès et le PNUD, qui a pour sa part souhaité, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a pour sa part souhaité associer à ce forum son événement de présentation du rapport sur le développement humain, rapport dont on sait qu'il fait autorité et qu'il a innové radicalement dans ce domaine. Merci aux étudiants de Sciences Po et de Columbia qui ont réfléchi au thème du forum, préparé des questions pertinentes, que j'espère aussi impertinentes, et conçu une vidéo reflétant les questions que nous aborderons. Merci enfin à Gérard Askenazi et toute son équipe, dont le travail s'est révélé déterminant dans l'organisation de cet événement. Ce forum s'inscrit donc dans la poursuite du colloque Nouveau Monde, inauguré en 1999, ce qui en fait la 6e édition. L'idée du forum est née de la période exceptionnelle que nous vivons, période de crise exceptionnelle que nous vivons, crise dont on sait qu'elle a été initiée en 2007-2008 et qui a pour particularité déjà d'être la plus longue que le monde a connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et en beaucoup de pays, elle n'est point encore terminée. Elle est en Europe particulièrement grave, puisque la zone euro fait, durant cette période, pire que le Japon durant sa décennie perdue, pire que la zone sterling pendant les années 30. La crise qui devient année après année toujours plus spécifiquement européenne, associe les ingrédients souvent violents d'un grave déséquilibre économique, social et politique, et l'issue de ces déséquilibres est totalement incertaine. Elle laisse pourtant, il faut dire quelques mots d'espoir, elle laisse pourtant entrevoir de nombreuses opportunités, un changement de gouvernance en Europe, j'appelle de mes voeux depuis très très longtemps, une croissance mieux partagée aux États-Unis et dans les pays émergents, une meilleure gestion des ressources naturelles du monde et un avenir climatique plus serein. Au premier rang des préoccupations des politiques devrait se trouver un plein emploi, mais un plein emploi fait d'emplois décents. C'est la raison pour laquelle la première session du forum est consacrée à l'avenir du travail.
Chômage, en particulier chômage des jeunes, emploi précaire, travailleurs pauvres, baisse des taux d'activité caractérisent les marchés du travail aujourd'hui. Certes, l'Europe apparaît plus touchée, mais l'évolution de l'emploi aux États-Unis montre que la réduction du chômage dans ce pays masque au moins partiellement un découragement au travail, une baisse des taux d'activité. Or, l'emploi est un déterminant essentiel du bien-être, de la vie bonne et de la cohésion sociale. Les démocraties pourront-elles vivre longtemps avec de tels stigmates? Et plus généralement, sommes-nous devenus à ce point riches pour laisser en jachère notre plus grande richesse, le capital humain? La question de l'innovation mérite aussi d'être revisitée à la lumière de la faible croissance que les pays développés connaissent depuis la crise financière. Au moins deux thèses convergent pour justifier le pessimisme ambiant quant à l'évolution du sentier de productivité future de nos économies. La première est que les innovations majeures appartiennent davantage au passé, que l'innovation majeure la plus productive et le plus longtemps fut l'invention de l'électricité et de la machine à combustion interne et de toutes les innovations qui s'en suivirent. Que même la révolution dite des nouvelles technologies de l'information et de la communication ne fut qu'éphémère. Moins de 10 ans, nous disent les études. Que donc nos espoirs d'innovation et d'invention future sont aujourd'hui beaucoup plus réduits qu'ils n'étaient dans le passé. À cela s'ajoute l'effet des évolutions démographiques en cours. L'augmentation de la production par tête ne peut que ralentir si les heures travaillées diminuent. Et puis, peut-être surtout, le niveau d'éducation semble avoir atteint un plateau dans les pays riches et il ne semble pas que les politiques publiques se soient réellement attachées à élever ce plateau. Enfin, l'énorme croissance des inégalités affaiblit les perspectives de croissance future. Voilà ce que nous dit cette thèse, voilà pourquoi la productivité demain et la croissance potentielle demain seront beaucoup plus faibles qu'elles ne le furent dans le passé. Mais cette thèse me semble souffrir d'une insuffisance majeure. Le futur est par définition inconnaissable, et en particulier, invention et innovation sont et ont toujours été imprévisibles. Autrement, on ne les appellerait pas ainsi. L'autre thèse conçoit l'innovation comme émergeant de l'activité d'une myriade d'individus cherchant à enrichir leurs tâches pour tirer satisfaction de leur travail. Bottom-up. Elle implique que l'organisation du travail et de la société permette à chacun de libérer son énergie au plus grand bénéfice de tous. Elle exige ainsi que les salariés jouissent d'une grande autonomie au travail. Or, il en est de moins en moins ainsi dans la société dans laquelle nous vivons, ce qui laisse mal augurer de l'avenir. Mais si nous avons perdu le secret du dynamisme économique, il n'est pourtant pas interdit d'inventer les institutions et l'organisation sociale de demain qui nous permettront de le retrouver. Je n'ai pas en effet une vision aussi pessimiste du futur, car il me souvient qu'à chaque crise, les thèses stagnationnistes font florès. C'est notre ignorance et notre tendance à penser que l'avenir ressemblera au présent qui nous conduisent à tenir des discours tantôt optimistes, tantôt pessimistes sur l'innovation. Il suffit de relire les travaux des années 40, où les thèses stagnationnistes dominaient, et celles des années 90, où l'avenir était peint en rose sous la dénomination de la grande modération. La construction européenne, et c'est notre troisième session, qui fut une réponse à nombre de problèmes de l'après-guerre, devient aujourd'hui une question des plus controversées. L'idée européenne était-elle en train de se défaire sur le terrain de la crise, du chômage, de la pauvreté et de la montée des nationalismes?
les performances de l'ensemble européen sont si mauvaises depuis la crise par rapport à sa propre histoire comme relativement à celle d'autres pays développés qu'on ne peut éviter la question de sa conception même. Les faits semblent donner tort aux politiques que l'Europe poursuit avec acharnement depuis au moins 5 ans. Non seulement ces politiques n'ont pas abouti au but recherché, la baisse de la dette publique et au contraire a continué d'augmenter, mais les pays qui, hors Europe, ont conduit une autre politique sont maintenant tirés d'affaire. On pourrait croire que devant ces faits, eh bien, on changerait de politique, mais tel n'est pas encore, malheureusement, pas le cas. Il me semble que la réforme structurelle la plus importante serait celle de la gouvernance européenne, et non celle du marché du travail aujourd'hui. Peut-on en effet penser un avenir démocratique où les peuples conservent le droit de changer de gouvernement, mais pas celui de changer de politique? Il faut se rendre à l'évidence, enfant de l'économie, l'Europe ne pourra pas encore rester longtemps orpheline de la politique. Heureusement, il y a des espaces émergents qui permettent de ne point désespérer de l'avenir. De nombreux pays autrefois pauvres, mal gouvernés ou aux gouvernements corrompus sont en train de sortir de leur misère et annoncent au monde des croissances vigoureuses. Les transformations en cours, y compris la concentration toujours plus forte des habitants dans la ville, laissent espérer de nouveaux espaces de progrès. La ville propre, les énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique. L'Afrique, en particulier, longtemps lanterne rouge du développement économique, semble connaître un renouveau, sous l'effet en certains pays de l'émergence d'une classe moyenne, d'une meilleure gouvernance et d'une meilleure gestion des ressources naturelles. Mais l'Afrique est une collection de pays dont plusieurs restent à la traîne et connaissent des divisions internes violentes. Elle associe donc le pire et le meilleur. Une longue route reste à parcourir, mais cette fois, à la différence du passé, ce sont des pays africains qui pourront montrer à d'autres pays africains le chemin à parcourir. Quelle politique conduire dans le monde de demain et pour quels objectifs ? Certes, davantage que la croissance, il faudrait tenir compte du bien-être des populations et de ses déterminants, l'éducation, l'emploi, l'autonomie au travail, la pollution, la sécurité tant physique qu'économique, et j'en passe. Quand j'ai dit la pollution, je voulais dire l'absence de pollution. Évidemment, la pollution n'est pas encore un objectif. Pour ne prendre qu'un exemple, car c'est le taux de croissance. Le taux de croissance ne nous intéresse que dans la mesure où il décrit la situation du plus grand nombre. S'il ne décrit que la situation d'une fraction de la population, les 1% les plus riches, comme aux États-Unis, si 99% de la population reste à l'écart de la croissance, le taux de croissance est un très mauvais indicateur, un très mauvais objectif à poursuivre par les politiques économiques. Entre parenthèses, il faut savoir que les 1% les plus riches se sont aux États-Unis appropriés 52% de la croissance depuis 15 ans. Même l'objectif de réduction du chômage mérite d'être revisité. L'emploi, et notamment l'emploi décent, est un élément fondamental du bien-être. Il se trouve en effet que toutes les études sur le sujet ont montré que le coût individuel, social et familial du chômage était largement supérieur au coût en termes de perte de revenus dû au chômage. Parce que ce que l'on mesure affecte ce que l'on fait, il faudra que nos politiques futures se donnent des objectifs qui correspondent mieux aux attentes des citoyens. Voilà les thèmes dont je vous propose de débattre durant ces 2 journées avec les personnalités qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de répondre à notre invitation et à s'exprimer devant vous et débattre avec vous.
Je forme un vœu, en vérité plus qu'un vœu, une exigence, que nos débats soient libres, francs, sans tabou. Ce n'est qu'ainsi qu'ils nous apporteront quelque chose d'utile. Et c'est la raison même de ce rendez-vous annuel dont je suis sûr qu'il sera vivant et créatif. Je vous souhaite 2 journées particulièrement enrichissantes. Et je passe la parole à Gérard Mestrallet. Merci Jean-Paul, et merci pour votre action à la présidence de ce forum. Monsieur le secrétaire général, cher Angel Gurria, merci aussi de nous accueillir cette année encore chez vous. Mesdames, Messieurs les ministres et ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, déjà la 6e édition, et quelle satisfaction de voir au fil des années grandir l'intérêt que suscite le Forum du Nouveau Monde. Et je salue à mon tour Éric Besson, son inspirateur initial. Cette adhésion naît, je crois, de 3 raisons. Tout d'abord, au fond, ce rendez-vous donne à la France une occasion de rayonnement international, un lieu de convergence de nombreuses sensibilités, un lieu de rencontre des mondes politiques, économiques, académiques, institutionnels. Le format des sessions, ensuite, répond à une envie collective de débats innovants, en mettant côte à côte des experts confirmés et des regards neufs. Et enfin, 3e raison, je crois que le forum a choisi d'aborder de front, sans tabou, des questions essentielles qui se posent pour les économies matures et aussi des questions que soulève le glissement progressif mais irrémédiable de l'influence économique vers les pays émergents. Jean-Paul Fitoussi vient de vous présenter les problématiques des sessions, je ne vais pas y revenir. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est à quel point un événement comme celui-ci doit aussi nous faire prendre conscience de notre rôle et de notre responsabilité dans la construction de ce nouveau monde. Nous allons sans doute l'entendre au cours de ces 2 journées, l'entreprise, les technologies, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, les modes de gouvernance, le monde de l'énergie, les villes, tout se transforme et tout bouge très vite et tout nous transforme. Et face à ces transformations profondes, parfois, même souvent déstabilisantes, 2 choix s'offrent à nous. Soit tenter désespérément de s'accrocher au monde ancien en espérant qu'une fois la crise passée, nous reviendrons au fond à ce monde passé. Soit, alternativement, porter un regard lucide sur ce qui se joue, s'adapter, essayer de s'adapter et décider d'accompagner les changements du nouveau monde. Ce forum, c'est précisément, je crois, le rassemblement des acteurs politiques et économiques qui ont choisi cette seconde voie. Des acteurs engagés dans la définition et la mise en œuvre de politiques meilleures pour une vie meilleure, pour reprendre une formule chère à l'OCDE. Et c'est parce que GDF Suez partage, certes à son modeste niveau, mais profondément, cette aspiration qu'il accompagne l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Oui, bâtir le nouveau monde représente au fond pour un groupe comme le nôtre une mission quotidienne. Bâtir le nouveau monde, c'est contribuer au développement de la croissance dans les pays émergents en leur fournissant toute l'énergie dont ils ont besoin. C'est aussi aider les populations les plus démunies et sur tous les continents à sortir de la précarité en favorisant l'accès universel à l'énergie. Et bâtir le nouveau monde, c'est être une entreprise responsable et engagée dans la cité. C'est une ligne de conduite que nous avons choisie, dont nous avons fait même notre devise. Notre devise, c'est « être utile aux hommes », que nous traduisons en anglais par By People, for People. Je prendrai 3 exemples brefs d'engagement en lien direct avec les sujets de l'agenda de ces 2 journées. D'abord sur le travail. Pour que l'avenir du travail soit plus inclusif, soit plus ouvert,
plus audacieux, nous luttons ardemment pour l'égalité des chances face à l'emploi. La diversité au sein de l'entreprise est, j'en ai la conviction, une condition de sa réussite. En 2013, GDF Suez a accueilli 3400 alternants. Nous avons signé avec tous nos partenaires sociaux une convention cadre pour l'égalité professionnelle qui rappelle notamment les objectifs du groupe en faveur de la mixité. À l'horizon 2015, un cadre dirigeant sur 3 sera une femme et le pourcentage de femmes dans les recrutements devra dépasser 30%. Et par ailleurs, nous avons, même en France, qui pourtant traverse une période difficile, avec une croissance faible, nous avons un programme d'embauche de 45 000 jeunes sur les 5 ans. L'engagement de mon entreprise, je le prolonge en animant la fondation Agir contre l'exclusion, qui vise tout particulièrement à préparer les jeunes, et notamment les jeunes exclus, à l'entreprise de demain. Autre illustration, quelle Europe doit se dessiner pour les générations futures? À cette question, puisque nous sommes un groupe certes mondial, mais profondément enraciné en Europe, nous répondons une Europe capable de préserver la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des citoyens sans sacrifier l'environnement et le climat. Nous nous engageons sans relâche et avec nous 10 des plus gros énergéticiens européens réunis dans le groupe Magritte pour défendre auprès des États et des institutions de l'Union cette Europe de l'énergie durable et compétitive. Enfin, troisième exemple, lors du récent sommet du climat de New York, j'ai eu le privilège d'aller porter devant les 100 chefs d'État réunis à l'ONU l'une des propositions que le groupe Magritte défend en Europe, à savoir l'instauration d'un prix mondial du carbone pour lutter contre le changement climatique. Ce choix n'est à l'évidence pas le choix de la facilité pour un groupe, une entreprise comme la nôtre, mais c'est le choix de la responsabilité envers les générations futures, responsabilité envers notre planète. Et pour anticiper la belle discussion qui clôturera le forum, je vous livre ma conviction. Oui, la garantie pérenne du bien-être social et environnemental doit être l'une des premières finalités des politiques économiques. Bâtir le nouveau monde, c'est l'accompagner sur le chemin d'une croissance durable, partagée par tous, et c'est aussi le protéger. Donc, à vous toutes et tous, bâtisseurs du nouveau monde, je souhaite 2 journées de débats stimulants et enrichissants. Très bon forum, merci, et je passe la parole à Angel Gurria. Cher Jean-Paul, cher Gérard, mesdames, messieurs les ambassadeurs, amis, monsieur Guy Ryder, le chef du Bureau international du travail, et qui va vous faire une présentation un peu plus tard. Je vous souhaite la bienvenue à l'OCDE. C'est pour nous un grand plaisir d'accueillir pour la 2e fois à Namur le Forum Nouveau Monde. Notre partenariat gagne en solidité. Le Forum Nouveau Monde, c'est un lieu de débat propice aux échanges sur les défis urgents de notre époque, ainsi qu'à la diffusion des idées et des solutions nouvelles pour un monde meilleur. Now, we live in difficult times, 6 years into the crisis already, and still struggling. And still struggling to find a path to a confident recovery, to stronger growth, to sustainable growth. And we're doing this in uncharted territory. Governments are now facing very complex scenarios. They have to deal simultaneously with short-term, medium-term, long-term challenges. They're like jugglers. You know, they're having a hard time avoiding anything from falling and keeping everything in a very precarious equilibrium.
Low growth, high unemployment obviously stand out as the most pressing challenges. We just reported, in fact, a couple of weeks ago in our September interim economic assessment, the global economy continues to expand at a moderate pace with an annual rate of around 3% in the first half of 2014. So what? Well, it happens to be the same pace as in the last 2 years, and they were not very good years. How far is this from the target? In the years leading to the crisis, global average growth was around 5%. So we are 2 full percentage points away from what I would call the cruising speed that we had before the crisis. Now, the United States and the United Kingdom, united is good, you know, yes, particularly after the Scottish vote, yes. The United States and the United Kingdom are expected to continue growing at a sustained pace between 2 and 3% this year and next. But growth in the euro area and also in Japan, although they're struggling with their 3 arrows, is barely getting off the ground, while growth in emerging economies keeps slowing down. I have to say here it's not a rule. China is kind of hovering around the 7% plus a little bit more. India is looking better, but many of the other emerging economies that have been helping fuel the recovery are actually losing some steam. This week and the uneven global recovery reflected in still hesitant trade and still hesitant investment flows has diminished our capacity to address the jobs crisis, another urgent challenge for many countries. 202 million people, Guy, remain unemployed, officially unemployed. Obviously, informality would put the numbers much higher. And many more in low-paid or precarious jobs. Just at the OECD, just in the OECD countries, about 45 million are still out of work. And, well, is that very high or very low? Is that normal, not normal? It's 12 million more than before the crisis. 12 million more. Now, we got to 14, 15 million, and we're kind of slowly coming down, but we're still 12 million more unemployed than before the crisis. More worryingly, youth unemployment rates have reached alarming levels. The OECD rate currently stands at 14.7%, because we stand at about 7-point-something% average unemployment, but the youth unemployment rate is typically double, sometimes triple, countries where it's still 50%, Greece and Spain. And of course, that is a very, very great tragedy. It's a very great social challenge. It's a political challenge. It's an economic challenge. It's a moral challenge. Now, the insecurity of labor markets in many countries is fueling another short and medium-term challenge: increasing inequality. Income inequality in the OECD countries is at its highest level in the past half-century. The average income of the richest 10% is now more than 9.5 times that of the poorest 10%. Again, so what? Is this big or small or low? Or, well, it used to be 6 to 7 times a generation ago. And now we're moving close to 10 times. That gives you an idea both of the size but also of the speed. Some of the most vulnerable, like the youth, the poor, they continue to fall behind. We had Thomas Piketty, actually a couple of times in the last few months. He stood at this same lectern and said the top wealth holders are rising 3 times faster than the global economy. Obviously, a very serious warning, a great Sputnik moment, as was once said by an American president. Now, the prolonged combination of slow growth, high unemployment, and rising inequality has resulted in a dramatic erosion of public trust. And this is perhaps the single most important umbrella
that catches all of the major challenges that the crisis left us, the legacies of the crisis. Because if you have no growth, if you have high unemployment, if you have growing inequalities, clearly the question of trust is a very serious result. Many countries are now experiencing a decline of citizens' trust in many of the central pillars of our democracies and our economies. Political parties, international organizations, banks, corporations, businessmen, economists, faculties of economics, but also, presidents, prime ministers, ministers, political parties, all these institutions on which we build up modernity as we understand it today. According to a World Gallup poll, 6 out of every 10 citizens do not have confidence in their governments. Now, this is, of course, a very serious cause for concern because there's no ownership, there's a certain cynicism, people don't buy what they're being told, and if they don't buy it and they don't act accordingly, of course, it makes it twice as difficult in order to put the policies in place. Now, these are the short and the medium-term challenges. And as you can see, we are not anywhere close to having addressed them. But they're combining with some well-known long-term challenges that we have neglected and that continue to demand immediate but also sustained attention and solution. Climate change, biodiversity loss, water scarcity, they're all threatening the viability of life on our planet. The accelerating aging process in our societies that can result in a vast ripple effect for economic growth, employment, finance, and welfare. Add things like energy, food security, strategic infrastructure, the digital divide, and of course, throw in a few geopolitical tensions, and you got a very, very serious equation to solve. You can then understand the complexity of governance and of actually writing, designing, implementing public policy in the 21st century. Clearly, there's also the instruments that we have to address these issues. Clearly, it demands, more than ever before, a very serious multilateral cooperation. And it also demands that we go off the beaten track in terms of the way we are addressing our concerns. At the OECD, we're making a big effort to help countries address these simultaneous and multi-dimensional challenges. We're taking advantage of our capacities to address horizontal issues to help governments achieve a new type of growth, more resilient, more inclusive, more sustainable. This is why we launched the OECD New Approaches to Economic Challenges. This initiative we call NAEC. This is why also I asked Mathilde to sit in the front row because she's in charge. Through NAEC, we embarked on an organization-wide reflection process about the roots, but also about the lessons of the crisis. The idea, of course, being to improve the OECD's analytical framework and the policy advice. Now, one of the most important outcomes of NAEC has been the OECD's Inclusive Growth Initiative. We're looking through this NAEC beyond traditional economic indicators like GDP. The Inclusive Growth Initiative, of course, it's almost a cliche now that you say going beyond GDP, going beyond GDP. Well, we've gone beyond GDP so many times now. The only question is how do you turn these findings into policy? Well, we're including new elements, macroeconomic analysis, education, job, quality, health status,
environment, civic participation, social connections. We want to achieve a more accurate reflection of the truly multidimensional nature of well-being. And I like to say that we are in our, third edition, Martin, now, of the well-being and the so-called Better Life Index. If you see us on the street and you ask us, how's life? Instead of saying, oh, well, life is very difficult and we work a lot, and we're going to give you a book. Or maybe to save some forests, we're going to give you a USB key that says. But now, let me just say, yesterday I was in the Committee of the Regions in Brussels, and there were about 1,000 people in the auditorium, and we delivered the Better Life Index for the regions. Now, that took massive number crunching because, of course, there are many more regions than there are countries. But it was fascinating. We had a massive response by the mayors and the regional leaders, etc. And then Martin thought, and our people from PAC thought, and our people from ECHO thought, they said, why don't we go and do this starting in 1820 and see how this Better Life Index has moved over life and over time up to the year 2000 when we started taking into consideration the new numbers. And it was fantastic. I won't tell you what the conclusions are because we don't have time, and I also want you to read it. But it's fascinating, and it's a real contribution. It's not just history. It's an eye-opener from the point of view of today's situation, and it's also a lot of fun. So I recommend. So we've taken this further and further and further, the idea being this is a very powerful tool to communicate with the leaders and to tell the leaders by society, as we speak in so many languages, as the instrument is available in now 6 or 7 languages and more coming, that they're telling every moment when they just connect and they tell the leaders what it is that keeps them awake at night, what it is that they're really wanting to see done. So let me also say that this well-being is not just a question of measuring the parts beyond GDP. It also has to be built, has to be constructed. It has to be structured. And it has to be structured basically with the relevant skills. We, as you know, normally do our PISA studies, the 15-year-olds. It's a classic now. It's the most, authoritative and the most recognized measurement of the efficiency, the relative efficiency of education systems in the world. But we now went a step further for the PIAC, the assessment of adults' competencies. And we found ourselves really wanting, really short. In a global economy, competitiveness and job opportunities depend on what people do with what they know, not just on what they know. High-quality education and training allow us to be creative, to innovate, to improve the way we live. Thus, we're helping countries measure the quality and the levels of skills. We did this first survey of adult skills, a PIAC, and we're implementing now national skills strategies in light of our collective's best practice. And we're making a huge effort to adapt our economies to the imperative of dealing with, as was suggested by our 2 previous speakers, with climate and the environment. We launched a green growth strategy to help countries transit to low-carbon economies, to address growth with a perspective that Johan Rockström, who joined us a few months ago, called our planetary boundaries. We're helping countries move towards zero net emissions in the second half of this century coming from fossil fuels. We're promoting measures like the elimination of subsidies to fossil fuels, the introduction of an appropriate price of carbon. Gerard, this is exactly the message that you took to the leaders only a week ago in New York, a price for carbon. We know the enemy is carbon. Let's put a big fat price on it. And that's a way to fight it. The removal of barriers to investment in green technologies is another consideration. Now, to move forward, our countries need all the resources available.
So we're helping them improve both their fiscal systems and the quality of public spending. One of our most important contributions so that we can get a more accountable, more transparent, more globalized economy is taking place in two parallel tracks. One, the automatic exchange of information on tax matters. And the other is what we call BEPS, or anti-BEPS, base erosion and profit shifting. The OECD G20 BEPS project is a joint multilateral effort to tackle aggressive practices which erode the tax base of companies and artificially shift profits to low or no tax jurisdictions. The 2014 BEPS package, which I just presented a few days ago to the G20 finance ministers at their meeting in Cairns, in which it was cleared to be presented to the leaders in November in Brisbane in the G20 summit, is designed to help our governments combat BEPS practices by reducing tax treaty abuse, dealing with the fiscal implications of the internet economy, neutralizing hybrid mismatches, and trying to avoid harmful tax practices. We also continue our traditional work to promote open government and better public services, the fight against corruption, which we'll be dealing with here through the sessions, the gender equality issue, which we should never forget, the aging challenges, the trade and investment, so that they remain open. You know, sometimes when the problems get too many and too big, we forget some of the fundamentals. For a few years, we forgot about climate change because the crisis was the excuse. Bad excuse. Clearly, we are on a collision course with nature. We have to persevere. But also, what was the WTO about? What's the ILO about? What's the OECD about? The IMF and the World Bank and the institutions we built in the post-war period, they were about keeping trade, investment open so that we could generate the highest possible level of well-being. And those fundamentals sometimes are lost in the middle of the noise. And we should not lose track of them. We should not lose sight of them. Now, Monsieur Fitoussi, Monsieur Mestralier, dear friends, ladies and gentlemen, dear Guy, ambassadors, dear friends, these are indeed difficult times, but they're also challenging times. They're exciting times. They present us with a unique opportunity to build a new, but also a better world. One more resilient, more inclusive, more sustainable, and one for which we know the status quo has to change. In favor of the real economy, the real working men and women, the most vulnerable, the unemployed. That's what we are here to foster. In a nutshell, we need better policies for better lives. Welcome to the New World Forum.